Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Tous les épisodes ont une place à part, mais celui-ci est vraiment important pour moi. D'abord parce que je reçois Cécile Delaporte, une de mes amies les plus proches, à qui j'ai tendu mon micro avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion. Avec Cécile, nous abordons la période très délicate de ce que j'appelle la double prise de poste, à savoir celle de manager et celle de parent. Chaque prise de poste, ou en tout cas chaque montée dans un rôle, est délicate, mais a fortiori le combo des deux amène bien souvent à une période d'épuisement. Avec son engagement, son envie de bien faire, son goût du challenge et sa loyauté, Cécile a tout donné pour sa famille et pour son travail. Elle a enchaîné les nocturnes pendant des mois jusqu'à toucher ses limites physiques, et elle dédiait chaque minute disponible à son fils et à son conjoint. Après 6 mois à dormir 4 heures par nuit, elle s'est rendue compte que ce rythme n'était plus tenable. Pour Chef, elle revient sur toute cette période très difficile pour en tirer le bilan et partager ses conseils précieux. J'aime la douceur, la pudeur aussi avec laquelle elle raconte son histoire. Cécile a une analyse très fine de ce qu'elle a traversé et je suis sûre que beaucoup d'entre nous se retrouveront dans ses mots. Ensemble, nous abordons les questions de délégation, d'apprendre à faire moins et parfois même d'apprendre à moins bien faire. Nous parlons aussi de temps de travail et de temps de repos. On aborde la question du regard des autres et surtout l'extrême exigence de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Si cet épisode vous plaît, pensez à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée, notamment sur Apple et sur Spotify. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître Chef. Je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute de ma conversation avec Cécile Delaporte. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Delaporte sur Chef. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie. Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis très contente Cécile et assez émue de t'accueillir sur Chef pour plein de raisons. La première, c'est que tu es une de mes amies très chères. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'on va aborder ensemble un thème qui nous tient à cœur toutes les deux et qui nous touche aussi personnellement, qui est l'épuisement professionnel dans une situation de prise de poste de manager. Le sujet de l'épuisement professionnel n'est pas simple à aborder, mais c'est une vraie réalité pour beaucoup de managers. Quand j'ai fait mes petites recherches en préparant cet épisode, j'ai découvert une statistique qui m'a un peu fait froid dans le dos, qui est que 71% des travailleurs en France ont connu un épisode d'épuisement professionnel en 2020. Donc c'est pas très étonnant vu la période qu'on a connue en 2020, mais en même temps 71%, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet, c'est une raison plus personnelle. J'ai connu un épisode d'épuisement professionnel en 2018 qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, notamment en tant que manager, que cette prise de poste, c'est vraiment un vrai virage avec tous les apprentissages qu'un virage peut apporter, mais aussi beaucoup de prise de risque. Et l'idée, c'est d'éviter de se cracher, quoi. Et je t'ai invitée sur Chef parce que toi aussi, tu as connu ce virage, et donc on va parler ensemble de la manière dont tu l'as négocié, avec ses côtés positifs et ses côtés plus compliqués. Aujourd'hui, tu diriges une partie des équipes commerciales de Coca-Cola en France. Est-ce que pour commencer, tu peux justement nous expliquer les grandes étapes de ton parcours ? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai travaillé dans 2 entreprises. D'abord chez Innocent, qui commercialise des jus et des smoothies à ses tout débuts en France. Donc à l'époque où je suis arrivée, on devait être 8 ou 9 personnes. Donc vraiment une ambiance, un côté très start-up avec des gens complètement picousés à la marque. Et après 7 ans, j'ai intégré les équipes de Coca-Cola en France, qui est une entreprise dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. Au sein de ces 2 entreprises, j'ai effectivement un parcours à dominante commerciale avec globalement 10 ans de compte clé national. Donc ça consiste à négocier les accords annuels de distribution de nos marques en centrale d'achat GMS.
grande et moyenne surface. Et depuis bientôt 2 ans, l'équivalent d'une direction régionale des ventes sur Paris-Île-de-France. Et donc ça consiste en du management d'équipe field sales. Donc ce sont des commerciaux terrain sur le circuit de distribution du hors-foyer. Le hors-foyer, c'est tous les endroits où tu vas pouvoir boire un Coca-Cola qui ne soit pas acheté en grande surface, donc en hypermarché, supermarché. Donc ta brasserie, ta boulangerie, voilà, ce que tu peux avoir, le resto du coin, etc. En revanche, c'est la première fois que je me prête à l'exercice de l'interview du podcast. Donc j'espère que ce sera utile, en tout cas à qui l'écoutera. Et je dois avouer, je te l'ai dit un petit peu avant de commencer, mais que c'est un exercice que je trouve très très personnel, notamment parce qu'avec mes équipes, en fait, j'essaye d'être le plus souvent souriante, de bonne humeur, de faire en sorte que tout aille bien, que le moment d'échange soit positif, en tout cas de donner un maximum d'énergie. Et tout à coup, cet exercice-là, je m'expose finalement à casser cette perception qu'ils peuvent avoir de force, de stabilité, pour montrer que finalement il y a des failles parfois, et que oui, j'essaye de donner le change à certains moments. Et voilà, donc dans cet exercice, je me livre. C'est un peu contre nature pour ma part, parce que j'ai pas l'habitude et que j'ai beaucoup de pudeur dans mes relations, mais c'est humain de ne pas être parfait, donc voilà, je me lance avec plaisir dans cet exercice à cœur ouvert. Et je te remercie du fond du cœur. Est-ce que donc on est sur Chef, donc un podcast qui parle de management. Est-ce que tu peux me raconter quand et comment tu as pris ton premier poste en tant que manager ? Alors ça s'est passé dans un contexte de désalignement total des planètes. En fait, j'ai eu l'impression que tous les facteurs avaient convergé vraiment, et pardon pour le vocabulaire, mais pour que ça foire. Il y a 2 ans, mon entreprise me fait confiance, me donne une belle opportunité de carrière. C'est le poste en plus dont je rêvais depuis plusieurs années chez Coca-Cola. Et alors là, gros manque de bol, mon patron part 10 jours avant que j'arrive. Je débarque dans un monde dans lequel je ne connais strictement rien. Je viens du siège, pas du terrain. J'ai travaillé sur de la GMS, pas du hors-foyer. J'ai une équipe de 113 personnes avec 11 direct reports. Et on va se le dire, pas d'expérience de management à ce moment-là. Donc là, tu te demandes déjà pourquoi j'ai eu ce poste. Mais en fait, par-dessus tout ça, je prends évidemment mon poste mi-mars 2020, donc un confinement qui vient se rajouter à quelque chose que je considère comme déjà relativement fragile à l'époque, mais je suis confiante. Et donc je me retrouve dans une situation où en fait, si je dois le décrire, je prends à ce moment-là 2 postes sur une demi-journée, parce qu'évidemment, j'ai la chance d'avoir un merveilleux petit garçon qui est en bas âge. Ça va faire écho, je pense, à pas mal de monde à ce moment-là, qui avait à peine 1 an et demi au moment où le confinement est arrivé. Et donc, oui, on s'est réparti les journées de travail. Donc 2 postes sur une demi-journée. Et je crois que si tu m'avais demandé d'imaginer ma prise de poste à l'époque, j'aurais pas imaginé celle-là en tout cas. Tu serais pas allée potentiellement ou... Je regrette très peu de choses dans ma vie, mais je ne le referai pas. Comment tu l'as vécu au moment, je sais pas, ton premier jour, ta première semaine, confinement, enfant en bas âge, nouveau poste, pas de boss, et donc du coup tu dois assumer un périmètre en plus plus large que prévu. Qu'est-ce que tu te dis et comment t'avances ? Alors je sais pas si j'ai dès aujourd'hui la prise de recul nécessaire à tout ça, c'est encore frais. J'ai pas encore tout post-rationalisé et il y aura probablement un petit peu d'émotion dans tout ça, mais j'essaye de faire au mieux. Je dirais que ce premier poste, je l'ai pris avec beaucoup de fierté et aussi beaucoup de fatigue. Pour le coup, il y a un point que je retiendrai et comme un point personnel qui a été très important pour moi. J'ai la chance d'avoir été accompagnée par ma N+2 et par ma RH à ce moment-là qui prenait le temps de m'appeler, de savoir comment ça allait, mais vraiment comment ça allait. Et je savais que c'était tout aussi difficile pour elle et on avait ces moments d'échange et de partage qui se voulaient vraiment rassurants. Et il y a eu ce moment-là et il y a eu aussi beaucoup de bienveillance de la part des collègues qui m'ont accueillie dans l'équipe et qui ont pris le temps de me mettre à bord du poste. Maintenant, je garde un souvenir de mes journées comme des journées horribles. Je crois que c'est le bon mot.
Et en fait, je pense que il y a un moment où j'ai vrillé parce que j'ai commencé à travailler le soir, à rallumer en fait mon ordinateur à 22h. Et ça jusqu'à parfois 3-4 heures du matin, et même souvent. Et à 7 heures du matin, le petit appel, il faut se lever. Et donc pendant 2 mois, je pense que j'ai dormi quelque chose comme 4 heures par nuit. Et ça te ruine en fait. Moi à ce moment-là, mon corps s'est déréglé. Et en fait, tout ça pour se dire que je pense que je n'étais pas du tout efficace. Ce sentiment de fatigue que j'ai pu avoir, aujourd'hui je l'appelle vraiment de l'épuisement. Et j'en viens à me dire que ce n'est pas normal. Et ce qui s'est passé, c'est que mois après mois, en général, quand tu prends un poste, tu te dis, je sens que j'avance, je sens qu'il y a des choses qui s'intègrent, que je commence à développer des compétences, des connaissances. Et avec ce confinement, finalement, au bout de 3-4 mois de prise de poste, j'avais vraiment l'impression d'être au même niveau que le premier jour, mais avec l'illusion en moi. Et ça, ça fait que tu commences à douter, tu commences à perdre confiance en toi, et en fait c'est très énergivore, physiquement et mentalement. Et donc l'épuisement est venu aussi sur le long terme, parce que j'ai commencé finalement à douter. Qu'est-ce qui a fait que malgré un accompagnement plutôt de proximité, un accompagnement bienveillant de la part de tes collègues, tu t'es retrouvée dans cette situation ? Il y a 2 choses. La première, c'est que c'était une gestion de crise extraordinaire et que à ce moment-là, tout le monde a fait au mieux pour le gérer et on apprenait un peu tous ensemble, tous les jours, pas à pas. Et la deuxième chose, c'est probablement que je me suis sentie, personne ne me l'a demandé, mais je me suis sentie une responsabilité aussi par rapport à mes équipes, de prendre une partie de charge de travail administrative que j'ai pas voulu leur infliger, en me disant j'ai peur de les dévaloriser, on se connaît pas encore. Et moi j'avais l'impression que l'administratif était quelque chose d'assez dévalorisant dans le rapport au travail, et en fait pas du tout. Enfin, il y a de l'administratif dans tous les jobs, et là où j'ai fait une énorme erreur, c'est de m'être refusée finalement à envoyer ces sujets de gestion administrative à mes équipes, à déléguer, parce que justement j'avais peur qu'ils se sentent dévalorisés. Et en fait c'est pas si grave, parce que la charge de travail aurait été mieux répartie, et sur une dizaine de personnes, ça n'aurait pris que peu de temps à chacun. Alors que je me suis acharnée aussi dans ces moments-là à le faire à leur place. Ok. Je pense que un des vecteurs ou des facteurs d'épuisement aussi, au début d'une prise de poste de management, c'est aussi cette incapacité à faire la différence entre tes valeurs personnelles et ta responsabilité d'équipe. Et je pense que ça m'a aussi entraînée à travailler jusqu'à tard le soir parce que j'avais envie de bien faire. Et j'ai plus fait la différence entre il y a un temps pour chaque chose. Au moment où tu prends ton poste, t'es dans quel état d'esprit, pas tant opérationnel et de performance, mais de management ? La manière dont t'as envie de prendre la relation, dans l'image aussi que t'as envie de renvoyer, etc. En fait, j'y crois. Je commence en me disant j'y crois et je sais que l'aventure va bien se passer avec mes équipes. Et en fait, sur ça, au moment où j'ai pris le poste, je n'avais pas de doute. Ça allait probablement nécessiter, avec certaines personnalités qui sont pas forcément affinitaires à la mienne, des moments de discussion, des points de raccordement, de mettre les choses à plat, de se dire les choses, mais je n'avais vraiment aucun doute sur le fait qu'à un moment ou un autre, ça se passerait bien. Ça, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Envie de bien faire, mais partie de zéro. Et en fait, je me suis dit que je vais vraiment construire mon expérience de management avec mes équipes, régulièrement, avec du feedback, en leur demandant ce qu'ils en pensent, comment j'aurais pu faire différemment, s'ils ont d'autres exemples à me partager. Et je me suis dit que, comme j'avais pas de patron à ce moment-là, j'allais me construire avec eux. Ok. Et c'est ce que t'as commencé à faire assez tôt ? Assez rapidement. Je pense que j'ai eu à peu près une semaine avant que le confinement ne commence. Et okay. le premier matin, j'ai pris mes chaussures et puis j'ai rejoint une personne. Et puis j'ai tourné avec la personne, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai posé des questions. Et c'était mon objectif premier finalement, de prendre un petit peu, de me faire une idée de la personnalité de mes équipes et de comprendre aussi quelles étaient leurs attentes. Ok. Donc si je recontextualise, donc t'es mi-mars, tu prends un nouveau job, confinement qui arrive très vite, ton premier poste de management,
t'arrives pleine de bonne volonté, avec de la confiance et une grande envie de bien faire. Et une envie d'être proche des gens et de les connaître et de co-construire avec eux. Et à ce moment-là, le confinement arrive, donc tu gardes tout ce côté positif avec les travers d'un engagement très fort et d'une envie de bien faire et aussi de protéger tes équipes. Et en plus, cet engagement fait partir un peu en vrille ta vie, ton équilibre, et donc tu travailles jour et nuit quand tu gardes pas ton fils. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, des choses que tu as apprises? T'as commencé à nous dire déjà, il y a des choses que t'as gardées, que t'as pas voulu déléguer un peu pour protéger tes équipes. Alors que si t'avais délégué, si t'avais distribué ces tâches sur tout le monde, ça n'aurait pas été une charge et pas autant une charge pour toi. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte que cette partie délégation, c'était... Beaucoup plus tard, en fait. Beaucoup plus tard, quand j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions en plus personnelles lors de tournées ou autres, ou de rendez-vous, et quand on a eu l'occasion de se reparler, en fait, avec un petit peu plus de recul de toute cette période. Okay. Ce que je ferais différemment avec le recul, c'est vraiment ça, déléguer et accepter de décevoir, peut-être. T'as l'impression d'avoir déçu ? Je pense que tu peux être déçu finalement quand t'attends quelque chose. Je ne sais pas quelles étaient finalement les attentes de mon équipe au départ. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler avec eux suffisamment. Mais c'est peut-être une pression que je me suis mise à moi-même, toute seule. Et finalement, la déception, c'était pas tant celle de mes équipes que la mienne et des objectifs personnels que je m'étais fixés à ce moment-là. Peut-être que j'ai projeté mon mode à moi de fonctionnement sur celui de mes équipes. Et comme beaucoup de personnes engagées, en succès aussi dans sa carrière, on a souvent des exigences envers soi-même qui sont soit plus élevées, soit très dures, avec une faible marge de manœuvre dans le fait de pas atteindre ces objectifs-là, non ? C'est vrai que tu te mets dans des situations et dans des états que tu t'autorises à faire pour toi-même, alors que tu interdirais à quiconque que tu aimes ou même que tu n'aimes pas, d'ailleurs, de le faire. Et en fait, avec le recul, vraiment, je trouve ça totalement ridicule et je m'en veux de l'avoir fait. Combien de temps ça a duré, cette phase déjà d'horaire complètement dingo ? Si on est ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y a eu à un moment donné un stop. Quel a été ce stop ? Dans quel état t'étais au moment où il y a eu ce stop ? Je pense que cette période, elle a duré globalement peut-être les 6 premiers mois de ma prise de poste, okay, qui se sont soldés par en fait 3 semaines de vacances. Et je me rappelle être partie en vacances en laissant tout, ordinateur, téléphone, et en me disant mais Paris peut brûler, je m'en fiche. Là, j'ai vraiment besoin de couper parce que mon corps m'a fait comprendre que je ne tenais plus debout. Le matin, c'était une souffrance de se lever, mais une souffrance physique, alors que j'avais envie d'y aller. Et encore une fois, j'avais plaisir à aller travailler avec mes équipes au quotidien, mais mon corps ne suivait plus. T'avais gardé la foi, en fait. T'étais pas dans une situation qu'on peut appeler de burn-out où les gens ont la boule au ventre, etc. Non, pas du tout. C'était vraiment un épuisement physique. Ok. Un point de non-retour, et donc mon patron est arrivé en septembre, et heureusement qu'il est arrivé parce que je pense que je n'aurais pas tenu beaucoup plus longtemps. Tes vacances arrivent, tu reviens en septembre avec plus d'énergie, et finalement c'est l'été un peu qui t'a sauvé. C'est le moment où finalement tu t'arrêtes et tu t'obliges à réfléchir à ce qui s'est passé. C'est le moment où en fait ton cerveau te permet de te poser la question de où tu en es et de faire ce premier bilan de ta prise de poste et de 6 mois de management. Et tu t'es dit quoi du coup pendant cette pause ? À ce moment-là, je me suis dit que j'avais fait le maximum de ce que j'avais été capable de faire. Je me suis dit que j'avais énormément manqué de prise de hauteur et de prise de recul, et que clairement j'avais pas été efficace. Ok. Donc en plus, un bilan un peu difficile. Ça, c'était sur moi-même. Et après, par rapport à l'équipe, je pense que reste que j'ai fait au mieux de ce que j'étais capable de faire. Et du coup, je m'en voulais pas parce que okay, voilà, ça avait été un choix de ma part. Je l'ai mal géré, je l'ai mal fait. Mais un confinement n'aide pas, une gestion de crise n'aide pas, l'absence d'un patron n'aide pas. Donc il y a des circonstances qui sont quand même venues rendre plus complexe cette prise de poste. Ok. Peut-être si tu dois synthétiser
quelques conseils, un ou deux conseils à des managers qui nous écouteraient et qui seraient en prise de poste aujourd'hui, et qu'est-ce que tu leur dirais pour que ça se passe bien, qu'ils arrivent à garder cette prise de hauteur? Alors, des conseils, on peut toujours en donner beaucoup, parce qu'on les entend tous, j'en sais rien. Et puis il y a plein de conseils avec lesquels on est d'accord, mais on ne les applique pas. Donc si je devais dire deux choses, la première, c'est de se poser la question un peu qui t'amène à cette prise de conscience. Est-ce que tu laisserais quelqu'un que tu apprécies se mettre dans cette situation? Et dans ce cadre-là, pourquoi est-ce que toi tu te l'imposes s'il y a des choses si la réponse est non? Et un deuxième point, c'est a posteriori que ton équipe te sera beaucoup plus reconnaissante de ne pas avoir été trop présente. Pourquoi? Je pense que moins tu prends de place et plus tu les obliges à prendre cette place. Et je me rappelle que au début, je crois que je ne comprenais pas vraiment tout, peut-être 60% des phrases qui étaient exprimées dans les réunions, et j'écrivais, je tapais tout sur l'ordinateur, j'essayais de relire ce que j'avais écrit, et je pense qu'il y avait des choses qui n'avaient strictement aucun sens, et je me rappelle démultiplier des réunions en priant pour que il ne me pose aucune question. En me disant, de toute façon, je n'ai pas compris ce que je suis en train de lire, ni ce que je suis en train de dire. J'espère qu'ils ne vont pas me poser de questions. Et finalement, ça a eu pour moi 3 effets. Le premier, c'est que ils avaient quand même des questions et que quand ils en avaient, par mécanisme, je leur renvoyais la question en disant et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les autres, vous avez une réponse à apporter pour que j'ai le temps déjà moi de me faire mon avis? Et finalement, s'ils ne l'avaient pas, je l'avais pas non plus. Et donc ça obligeait mes équipes à aller chercher la réponse ailleurs, parce qu'à ce moment-là, eux voyaient bien que moi j'étais un petit peu noyée dans cette prise de poste et ça les responsabilisait. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que finalement, ça les a obligés aussi à se serrer les coudes, à s'organiser entre eux, à renforcer la collaboration qu'ils pouvaient avoir. Et la troisième chose que je m'étais dite, c'est qu'en fait, en tant que manager, ça a largement renforcé ma confiance en eux, parce qu'ils ont vraiment été adorables à ce moment-là. Ils m'ont vraiment protégée sur cette période en faisant semblant de tout comprendre. Et ça veut dire que ça crée des liens personnels très forts dans une équipe. Et cette période-là de prise de poste, si je devais en retenir le point le plus positif, c'est vraiment l'environnement de confiance dans lequel, après, j'avais la certitude de pouvoir m'épanouir. Ok. Donc en termes de relations humaines, en fait, ça a été fort. Oui. Pendant la période très dure de prise de poste et après, quelles étaient les relations que tu avais avec eux? Est-ce que tu étais transparente sur le fait que c'était compliqué pour toi ou juste elles le voyaient? Puis est-ce que vous avez fait un post-mortem peut-être ensuite? Je pense qu'ils s'en sont rendus compte. On en a parlé un petit peu après, quand on a eu l'occasion de se recroiser, de se revoir. Mais finalement, on était un petit peu tous dans le même bateau. Donc, et on n'en est pas sorti tout de suite. Ça a duré encore un peu aujourd'hui. C'est encore un peu là, même si on a l'impression que les phases de confinement sont derrière nous. Cette crise, elle a des effets qui sont continus, donc on en a parlé un petit peu, mais toujours dans un sentiment d'incertitude de notre environnement de travail. Dans la relation que tu as aujourd'hui avec tes équipes, soit avec tes direct reports, soit plus globalement avec l'équipe élargie, parce que finalement tu as une très grosse équipe derrière, est-ce qu'il y a une ou deux pratiques de management qui sont pour toi tes essentielles? Même si elle est assez jeune, j'essaie d'utiliser mon expérience personnelle dans mon management au quotidien et de veiller à leur réaction pour capter si finalement peut-être qu'en ce moment la charge de travail est trop lourde, pas assez, ce qui peut se passer. Et donc je pense que je vais répondre un peu à côté de ta question, mais un point important pour moi, c'est que je les oblige chaque semaine en one-to-one à prendre 2 minutes pour parler d'eux. Parce que un manager d'équipe a une tendance incroyable à s'oublier au profit de ses équipes, et donc je les oblige à parler d'eux,
un peu comme une prise de conscience d'eux-mêmes, savoir où ils en sont à un moment donné. Un autre élément important que j'essaye de pratiquer dans mon management au quotidien, c'est le feedback et le reverse feedback, et pas que sur une évaluation de fin d'année. De manière générale, il n'y a pas de surprise dans nos échanges parce qu'ils sont très réguliers. On se dit toujours que donner du feedback, c'est important, mais en recevoir de la part de tes équipes, ça l'est encore plus parce que ça t'apporte une certaine réassurance. En fait, ils te font redescendre en pression. Et là où toi, tu t'es mis des objectifs de fou, ils t'expliquent que t'as pas besoin d'aller aussi loin pour les accompagner, pour les aider. Et après, à mon petit niveau, là où je crois que je suis le plus utile à mes équipes, c'est surtout dans l'écoute, préparation et la résolution des obstacles qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, quels qu'ils soient. Et ils trouvent les solutions tout seuls. Trouvent les solutions tout seuls. Ils ont la tête bien faite et en fait, je les amène souvent à s'appuyer sur leur force à eux. Je veux surtout pas formater mes équipes, ils sont tous très différents, ils sont tous très complémentaires. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est que eux soient capables de s'appuyer sur leur force. Et après, peut-être que c'est personnel, mais probablement que j'ai une attention plus particulière aux femmes de mon équipe et aux jeunes femmes de mon équipe, parce que parfois je me revois en elles il y a quelques années en arrière, et voilà, les mails du soir, je voudrais pas qu'elles le fassent, donc j'essaye aussi de leur partager un peu parfois mon expérience de manière discrète, mais voilà, pour les protéger. Je rebondis sur cette question, sur les mails du soir. Aujourd'hui, est-ce que ton rapport au temps et à ton temps de travail a changé ? Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai 40 ans bientôt, mais oui, mon rapport au temps a changé. Non, sérieusement, j'ai pris ce poste l'année de mes 36 ans. Et l'année de mes 36 ans, j'ai eu l'impression d'en avoir 40. Rien contre les quarantenaires, hein, mais du coup, c'était loin pour moi à cette époque d'avoir 40 ans. Et en fait, quand j'en ai eu 37, j'ai découvert qu'il m'en restait 3 pour arriver à 40. Et c'est vraiment cette sensation de ne pas avoir vécu cette année, ou de l'avoir vécu dans le brouillard. Donc mon rapport au temps a vraiment changé. À l'impossible, nul n'est tenu, et la maxime de ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui a complètement perdu de son sens pour moi. Il y a encore plein de choses que je peux optimiser pour gagner du temps dans mon travail, mais encore une fois, l'idée pour moi, c'est de faire au mieux. C'est le principe d'une valeur personnelle avant des valeurs professionnelles. Et ce que j'ai en tout cas réussi à développer dans mon rapport au temps, probablement que ça a été aussi insufflé par l'arrivée d'un enfant dans ma vie, mais j'ai développé une capacité à me mettre dans une bulle et à travailler de manière très concrète, très efficace, sans porter attention à ce qui se passe autour de moi, alors qu'avant je n'y arrivais pas. Et finalement, ce rôle-là m'a apporté cette capacité de concentration beaucoup plus forte. Donc mes journées sont plus courtes, mais plus intenses. Donc effectivement, à la fin de la journée, je suis un peu HS. Mais j'ai le plaisir d'avoir, bien travaillé. Et aujourd'hui, les reconnexions après que ton fils se soit couché, les mails jusqu'à 4h du matin ou autre, t'en es où ? Alors nulle part, ça c'est vraiment quelque chose que je ne fais plus. Et quand mon patron est arrivé en septembre, du coup, on a divisé l'équipe en deux, donc j'ai quand même eu 50% d'équipe à gérer en moins, et c'était beaucoup plus efficace sur un premier poste de management pour moi d'avoir 4-5 personnes en direct à gérer que 11, quoi. Et j'ai pris des décisions assez radicales, avec les conséquences que ça aurait pu avoir, mais peu importe, de toute façon, j'étais au bout de ma capacité de travail. J'ai littéralement, depuis le mois de novembre l'année dernière, donc ça va faire 1 an, pas rouvert mon ordinateur le soir. Et finalement, je profite beaucoup plus de chacun des moments. La journée, je travaille, je suis 100% dédiée à mon travail. Le soir, je suis avec ma famille, je suis 100% dédiée à ma famille ou à mes amis, ou etc. Mais c'est mon temps personnel. Et donc, n'est plus rouvert mon ordinateur le soir ou le week-end depuis 1 an. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réduit tous mes one-to-one à 25 minutes. Et c'est tout aussi efficace qu'1 heure. Ok.
Super tips. Et en fait, ce sont des one-to-one qui sont plutôt des moments d'échange, de partage, de prise de température des équipes, mais pas tant des points business, parce que ça, finalement, on a le reste de la semaine pour s'en parler. Et un dernier point, on le dit souvent, mais on le fait pas toujours, ou on n'ose pas toujours le faire. Mon mode à moi, mes collègues vont m'en vouloir, j'ai arrêté de lire mes emails. Là, je reçois entre 100 et 150 mails par jour. Je screen, je regarde un petit peu qui envoie, quels sont les sujets, et en fait, peut-être que je passe à côté de certaines questions où, si c'est si important que ça, je serai relancée. Donc, ça, c'est quelque chose que vraiment je fais depuis 2 ans et qui a été un gain de temps monumental. Quand tu reviens de tes vacances, c'est là que c'est le plus évident, que t'es parti 15 jours et que t'as 700 mails dans ta boîte. En fait, tu screens, tu prends les mails de tes clients, tu prends les mails de tes patrons, et tout le reste, ça va dans une boîte qui s'appelle Archive chez moi, et si on me repose la question, je saurai aller chercher le mail là-dedans, et si on me relance parce qu'il y a un besoin, je saurai répondre à ce moment-là, je me dirais que c'est vraiment important, mais alors sinon, je ne les lis pas. Et mon équipe sait que c'est mon mode de fonctionnement, ça c'est très important. Ils savent que s'ils veulent me contacter, c'est mon mode à moi de fonctionnement, c'est texto, c'est un appel, mais le mail, non. Et je dis vraiment, c'est très personnel et c'est mon mode de fonctionnement. Mon patron est à l'inverse, il y a 2 mails non lus dans sa boîte, il m'impressionne. Mais je ne sais pas faire ça, donc mon mode de fonctionnement à moi, il est oral. Moi, j'avais le même mode de fonctionnement que toi et je l'avais analysé sur finalement mon envie de communiquer avec les gens. Et en fait, je suis profondément comme toi, quelqu'un qui aime communiquer de vive voix avec les gens et pas forcément par écrit. Et donc finalement, comme l'écrit, c'est pas que j'aime pas écrire, mais est beaucoup moins naturel et me pèse plus, je vais avoir beaucoup plus tendance même à laisser des voice notes, à appeler, à faire pour traiter des petits points. Ça m'épanouit beaucoup plus que l'écrit. Donc j'avais aussi adopté cette méthode qui était somme toute très efficace. Et en fait, ça me fait vraiment écho à quand j'ai commencé à travailler, que je voyais ces gens qui étaient capables de couper après leur journée de travail, de pas revenir sur des sujets, sur leur mail, même de se dire qu'il y avait aussi une pause mentale et qu'on reprenait les sujets le lendemain. Alors que moi, j'arrivais pas à faire cette distinction finalement. Et je me demandais comment ils faisaient. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. La réponse, c'est l'expérience. Et c'est effectivement un moment d'avoir été au pied du mur pour devoir le faire. Et ça, je le dois probablement plus à ma sphère personnelle. Donc mon fils et mon conjoint qui m'ont finalement un peu mise au pied du mur. J'ai 2 dernières questions. Juste avant d'enregistrer, on parlait de l'impact du fait d'être maman sur ta carrière, des rééquilibrages que tu as dû faire avant même cette crise Covid et cette prise de poste. Et puis le fait de travailler moins, mine de rien, lié au sentiment de sous-performance. Donc il y a plein de notions dans ma question, mais et qui est en plus alimentée par ce que tu viens de nous dire, qui est aujourd'hui je coupe, je me reconnecte pas, etc. T'as fait des choix assez forts dans la gestion de ton temps et de ta charge de travail. Donc je vais réussir à formuler ma question, mais tout ça, finalement, tout ce contexte de changement, un peu de règle du jeu dans ton travail, que ça soit lié à ta prise de conscience ou à l'arrivée de votre enfant, quel est l'impact sur ta performance et ton évolution de carrière? Positif ou négatif, je sais pas te dire, mais ça a un impact, l'arrivée d'un enfant, ça c'est sûr. Moi j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui je le fais. Et en fait, avant d'avoir un enfant, ça ne me dérangeait absolument pas de bosser jusqu'à 20h. C'était presque un plaisir, en tout cas, de passer du temps à faire des choses que j'aimais. Et tout à coup, il y a un enfant qui arrive, tu deviens parent, et sur ce rythme-là, il y a peut-être, ça a été le cas pour moi en tout cas, à peu près 3 heures de temps de travail en moins par jour. Tu as beau être la personne la mieux organisée du monde, la personne qui gère le mieux ses priorités du monde, mais en fait ça ne tient pas. 3 heures fois 5 jours à la semaine, c'est 1 jour et demi de boulot en moins. T'es obligé de revoir ton rythme pour faire les mêmes choses. Et ce qui est dur à ce moment-là, ce n'est pas tant de se réorganiser, mais d'accepter d'être moins performant. Et ça, c'est contre nature. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Personne ne nous apprend à faire moins bien. On nous apprend à faire moins, mais on ne nous apprend pas à faire moins bien. Et ça, c'est dur de l'accepter finalement. Depuis que t'es petit,
des évolutions de carrière pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Il faut toujours mieux faire les choses. Et du coup, c'est contre nature de faire moins bien. Et en fait, oui, l'impact d'un enfant, c'est que à un moment, t'es au pied du mur. Et pour moi, j'ai beau avoir pu en prendre conscience petit à petit, ça a mis presque 2 ans à ce que j'arrive effectivement à un moment à réorganiser mon rapport au temps et accepter que faire moins bien, ça veut pas non plus dire mal faire. Et ça, c'est vraiment ce qui a été, je pense, dans mon rôle de parent, le plus dur à comprendre et à accepter. Voilà. Après, ça n'empêche pas que l'arrivée d'un enfant, d'une manière ou d'une autre, t'es crevé. Que déjà que tu trouves des ressources insoupçonnées la nuit quand tu dois te lever, ça contribue à ta fatigue du quotidien. Mais quand tu rajoutes par-dessus ça, le boulot, une prise de poste et une prise de poste en management, c'est encore plus fatigant parce que contrairement à un job où tu es devant ton ordinateur, dans le management, tu donnes beaucoup d'énergie aux autres. Et ça, du coup, c'est assez crevant. Voilà. Maintenant, je prends mes responsabilités et l'épuisement, ça a été ma responsabilité. D'être capable d'en prendre conscience et de décider de mettre en place des actions. Donc c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais ça reste ma responsabilité, quoi. Merci Cécile. Est-ce que, pour clôturer, tu veux rajouter quelque chose dans tout ce que tu nous as déjà partagé ? Ouais, peut-être quelque chose que j'ai moins eu l'impression de partager pendant cet échange, qui est finalement l'impact de cette prise de poste sur ma vie personnelle. Je sais pas si je dois parler du coup d'une prise de poste ou d'une prison du poste. Ça a été un moment où je n'ai pas réussi à prendre du recul, de la hauteur, à lever la tête. Et en fait, ce sentiment d'être dedans, j'avais le sentiment de ne pas me tromper dans la manière dont je faisais les choses. Et au moment où tu te rends compte que finalement, t'as créé le vide autour de toi. Et ça a un impact sur la vie personnelle qui est très important, de se mettre dans ce monde du travail, de travailler X heures par jour, par nuit. Et à ce moment-là, on m'a fait prendre conscience que j'avais 2 priorités, qui étaient mon fils, mon boulot, et qu'en fait j'avais pas de 3e priorité, ni de 4e, ni de 5e, ni de 6e, mais que ma vie personnelle était ma 18e priorité, et qu'il y avait un grand vide finalement entre les deux. Et à ce moment-là, t'en veux aux gens qui essayent de te faire comprendre ça, parce que toi tu te dis, mais tu te rends bien compte là que je suis en train de faire de mon mieux, tu te rends bien compte que je donne le maximum de ma capacité d'énergie, et tu ne comprends pas finalement pourquoi les gens essayent de te faire réagir, tu leur en veux, et tu te dis mais ils n'ont rien compris, ils sont pas en train de vivre ce que je suis en train de vivre, c'est pas possible. Et finalement peut-être que la coïncidence avec mon rôle de jeune maman a joué aussi à ce moment-là, mais ça fait écho à la question que tu m'as posée sur est-ce que tu aurais un dernier conseil. Finalement, peut-être que j'ai un conseil qui est, vous savez qui vous veut du bien, même si c'est pas agréable à entendre, écoutez ce que les gens ont à vous dire. Et surtout, quand c'est pas agréable à entendre. Parce que derrière, c'est plutôt pour vous protéger qu'autre chose. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce témoignage qui, j'en suis sûre, résonnera chez beaucoup de monde. Merci Sophie. Alors, qu'avez-vous retenu de cet épisode ? Cécile a posé une question que je trouve vraiment importante à se poser soi-même. Est-ce que tu laisserais quelqu'un se mettre dans la même situation ? Si la réponse est non, alors pourquoi est-ce que toi, tu t'imposes cette situation à toi-même ? Parfois, on n'est pas conscient de l'état dans lequel on est et on ne se rend pas bien compte qu'on n'est pas loin de toucher le fond. Donc en complément peut-être de la question posée par Cécile, je peux aussi vous conseiller d'aller demander à vos proches de vous décrire la personne qu'ils ont en face d'eux. Et si ce qu'ils vous décrivent ne vous ressemble pas, alors prenez un temps de recul, un temps de pause. Je retiens aussi son conseil de ne pas être un manager trop présent
pour faire grandir son équipe. Cécile explique avec ses mots ce que Pierre-Emmanuel Petit m'a dit dans l'épisode précédent. Pierre-Emmanuel parlait que d'être un manager inutile, ou parfois un manager absent, sur certains points de l'activité peut avoir beaucoup de vertus. Une fois qu'on s'est dit ça, je trouve que ça enlève un peu de pression sur l'obligation qu'on se met parfois à nous-mêmes d'être partout, tout le temps, pour notre équipe, pour notre entreprise. Ensuite, je retiens aussi une pratique de management que nous a donnée Cécile, celle du one-to-one, mais réduit à 25 minutes, avec un focus sur le mood de notre collaborateur et sur la manière dont il ou elle a vécu cette semaine. Elle fait vraiment de ce one-to-one un temps pour soi, pas un temps où l'opérationnel vient cannibaliser la relation de confiance qu'elle veut tisser avec son collaborateur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Je pense qu'il peut vraiment intéresser beaucoup de monde et être utile à beaucoup de monde. À des managers, à des parents, à des managers parents, à des RH aussi, à des équipes, bien sûr, pour comprendre ce que vit aussi leur manager. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!